avec des activités qui ne s'arrêtent pas uniquement à la coopérative et qui arrivent du coup à la frontière des activités de Heineken. Donc Géraldine, je te laisse faire une petite présentation aussi, même si je pense que tout le monde connaît bien la... Ouais, je vais essayer de vous apprendre quelques petites choses. Donc merci Adrien à nouveau et merci à Gotera aussi pour cette super invitation. Donc pour compléter ce que vient de dire Armand, donc nous sommes un grand groupe de bière, donc on fabrique essentiellement de la bière à la marge, on fait un peu de cidre et maintenant depuis très très récemment on a acquis une activité un peu sur le vin, mais il faut retenir qu'on fait surtout de la bière. On est le deuxième groupe mondial juste après le groupe AB InBev. Et donc c'est un marché qui est très concentré. Vous avez quelques groupes mondiaux qui en fait fonctionnent par croissance externe, donc qui regroupent en général beaucoup de marques, dont on ne sait pas toujours d'ailleurs qu'elles appartiennent à ces fameux groupes. Pour vous donner une idée, chez Heineken, on a environ 300 marques globalement, et chez notre donc le premier groupe mondial, lui, en a presque 600. Donc on se parle de beaucoup de concentration. Donc, quelques mots peut-être sur le groupe Heineken. On est présent dans 190 pays. On est environ 80 000. Je vous ai parlé des marques. En termes de zoom sur la France, c'est intéressant de penser qu'il y a une bière sur 3 produites en France qui est produite par Heineken. Donc on est quand même assez présent. Nous avons presque 3000 collaborateurs, 5 sites de production. On a aussi toute la partie distribution qui nous appartient. Donc ça, c'est aussi intéressant de le savoir. Si je reviens un petit peu sur le sujet qui nous intéresse, donc nous, là, le lien avec Armand, c'est que Malte Europe, en fait, c'est un de nos principaux fournisseurs mondiaux en termes de nos principaux fournisseurs mondiaux en termes de malt. Donc on achète des matières qui sont transformées. On n'achète pas directement de l'orge, on achète vraiment du malt. Et évidemment, sur ce type de projet, celui dont on va parler tout à l'heure, on est en tripartite avec des coopératives comme Vivesia. Mais sur l'achat pur, on achète des matières transformées, matières premières agricoles transformées. Aussi intéressant de savoir qu'on achète évidemment essentiellement du malt et donc de l'orge derrière. Donc en termes de matières premières agricoles, on achète de très loin, on achète essentiellement de l'orge et du maïs. C'est vraiment d'un point de vue matérialité, c'est-à-dire notre empreinte carbone, par exemple, elle est essentiellement composée ou liée à cet achat d'orge et de maïs. Donc, et dernier petit élément en lien avec la France qui est très intéressant aussi, c'est que par rapport à nos achats globaux, 1/3 de l'orge qu'on achète est produit en France, donc est cultivé en France, donc ce qui est assez énorme. Donc, la France pèse beaucoup en termes de taille de filiale, mais également en termes de pays de sourcing. Voilà. Merci Géraldine. Donc vous voyez, c'est une chaîne de valeur qui n'est pas forcément la plus complexe ou la plus longue, mais en tout cas qui est assez intégrée et qui a une pénétration assez importante en France. Comme on l'a dit, c'est à peu près une bière sur 3 si on résume. Alors, je passe maintenant à l'étape d'après, qui est en savoir un petit peu plus sur les ambitions climat que vous avez définies et les programmes aussi que vous avez mis en place en face. Alors, Géraldine, si tu veux commencer pour Heineken. Et donc là, vous voyez un parallèle assez sympa entre nos deux entreprises. Nous, on a pris des engagements en termes de réduction carbone, donc à net zéro à 2040. En 2030, qui est une étape intermédiaire, notamment sur le scope 3, notre ambition, c'est de réduire de moins 25% l'ensemble de notre scope 3, mais plus précisément pour la partie agricole, c'est une réduction de moins 30% à laquelle on s'attelle à 2030, donc qui correspond au fameux SBTi Flag Commitment. Donc en fait, ce moins 30% qui englobe autant la partie réduction que la partie séquestration. Donc ça va être le point de départ de l'ensemble de nos feuilles de route dont on va parler juste après. Vous voyez aussi un petit élément sur la partie zéro déforestation. C'est le deuxième volet de notre engagement en agriculture Flag SBTi qui nous demande de s'attaquer à la traçabilité de nos filières sur des zones données où sont identifiés des risques en termes de déforestation. Et je pense, avant de te laisser présenter le programme aussi, Géraldine, peut-être que Armand, tu peux
parler un petit peu aussi des trajectoires que vous avez prises avec le groupe. En fait, ce qu'on voit aussi là, c'est que de manière générale, les science-based targets donc, sont des trajectoires de toute façon qui sont similaires, en fait, qui sont fondées dans la science, qui sont un peu similaires quel que soit l'endroit où on se trouve dans la chaîne de valeur. Et il se trouve que là, la plupart des émissions, en tout cas liées, les émissions FLAG sont liées à l'amont agricole et donc sont essentiellement dans le scope 3 du coup de Vivesia. Oui, tout à fait, Adrien. Alors, pour le groupe Vivesia, donc effectivement, on est aussi engagé SBTi depuis le 1er février dernier. En cours de certification, donc on a posé des objectifs voilà, que vous voyez apparaître sur l'écran, notamment moins 42% d'émissions sur notre scope 1 et 2, donc notre périmètre direct. Et donc j'ai envie de dire, ces chiffres, c'est le fruit d'une réflexion depuis maintenant plusieurs années, avec une étape forcément importante déjà de comptabilisation de nos émissions avant de poser des plans d'action. Ensuite a suivi bien sûr une réflexion en interne avec l'ensemble des experts métiers au sein de la coopérative, mais aussi au sein du groupe, de manière à poser des plans d'action et des leviers qui nous permettent voilà, de simuler finalement où est-ce qu'on peut, ou jusqu'où on peut aller d'ici 2030 en restant forcément raisonnable. Donc voilà, l'objectif c'est d'être réaliste dans ces plans d'action-là, et on a une confiance parce qu'on s'est appuyé sur les métiers et sur les expertises qu'on avait en interne pour poser ces plans d'action. Donc voilà, moins 29% scope 1, 2, 3, moins 42% scope 1 et 2. Petite précision à laquelle je pense quand je t'écoute, c'est ce que représente notre amont agricole en termes d'émissions, parce que du coup ça permet de comprendre la suite. Donc notre amont agricole représente 20% de nos émissions globales, et ce qui est le deuxième poste juste après le packaging. Et en termes de valeur, on se parle d'environ 3 millions de tonnes de CO2. Donc c'est assez important comme poste. Oui, je pense que du coup, tu peux prendre la suite, Géraldine, sur du coup, comment est-ce que vous adressez ces émissions agricoles ? Voilà, donc Armand, vous parlez de l'ensemble des feuilles de route sur lesquelles Malte Europe et Vivesia ont réfléchi depuis plusieurs années. C'est exactement ce que nous, on a fait aussi. D'ailleurs, on a avancé un petit peu main dans la main au fil des années sur ce travail. Donc, pour vous donner quelques points d'étape, on a commencé ces réflexions en 2019-2020. Donc, ça commence à faire quelques années, effectivement, où pour la première fois, on s'est penché je dirais presque sur une feuille blanche, mais en tout cas, évidemment, on avait une comptabilité carbone qui existait, mais qui n'était pas hyper affinée. On a encore beaucoup de progrès à faire, mais c'est déjà mieux. Et dans l'objectif de mettre en place nos objectifs SBTi, on a commencé à travailler sur des feuilles de route, notamment en agriculture. Et à ce moment-là, donc on a fait ça en 2019. Et en 2020, on s'est dit quel premier programme on peut mettre en place pour mettre un pied dans la porte, si je peux dire, enfin commencer à faire quelque chose et à faire bouger surtout les chaînes de valeur, l'ensemble de la filière. Et ce qu'on a décidé de faire à l'époque, donc en 2020-2021, c'est de lancer un programme pilote. C'est-à-dire on n'a pas essayé d'engager dès le départ énormément d'hectares, ou même on n'a même pas essayé d'engager l'exploitation agricole dans son ensemble, mais on a essayé simplement d'engager, de faire réagir nos fournisseurs tout simplement. Donc Malte Europe en est le bon exemple. Donc on a commencé avec les plus gros, donc les fournisseurs, comme je disais, de malt et de maïs. Et vraiment leur expliquer la démarche. Il y a eu un très très long moment pas d'éducation, mais du moins d'engagement, d'expliquer ce qu'on essayait de faire, pourquoi on voulait le faire, comment on pouvait le faire ensemble, pourquoi on avait besoin d'eux. Parce que nous, on n'a pas une culture particulièrement agricole, donc on n'est pas là pour dire à nos fournisseurs quoi faire, encore moins quoi faire sur le terrain avec les agriculteurs, mais plutôt leur dire pourquoi on voudrait qu'eux bougent. Donc c'était beaucoup de discussions en amont. Ça a porté ses fruits. Donc l'année suivante, en 2021, on a lancé ce programme de pilote. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en 2 mots ? C'est-à-dire qu'en fait, on a un engagement à 2025, donc dans peu de temps, à avoir 500 agriculteurs pilotes au minimum dans l'ensemble de nos pays sources principaux, pour l'orge et pour le maïs. Et l'idée, c'est de leur donner une prime fixe en échange de laquelle on leur demande, sur un périmètre restreint, donc quelques parcelles, de mettre en place des différentes pratiques selon les différents conseils qu'ils ont de la part de leurs techniciens agronomes, notamment ceux qui font partie de coopératives, enfin qui vendent à des coopératives, et de remonter leurs données agricoles dans un outil, de comprendre quelle est chaque année la réduction et la séquestration en termes de carbone, et au fil des années d'essayer de comprendre quelques corrélations entre ces fameuses pratiques et ces outputs en termes de carbone. Donc ça, c'est vraiment
une première phase. On n'avait pas l'ambition de décarboner quoi que ce soit de façon massive à ce moment-là. Et elle touche à sa fin. Donc, je dirais que notre objectif est plutôt rempli dans le sens où on a réussi à faire bouger l'ensemble de la chaîne de valeur, des chaînes de valeur. On a engagé 16 partenaires. On est une vingtaine de partenaires. On est présent dans 16 pays. On a là déjà embarqué 300 agriculteurs. Donc, on est plutôt content de ce point de vue-là. Et vraiment, c'est depuis seulement 2 ans qu'on essaie de passer à l'échelle et cette fois-ci d'engager l'ensemble de l'exploitation agricole au niveau de la rotation culturale avec d'autres pairs, donc d'autres acheteurs de deuxième rang que sont d'autres entreprises de l'agroalimentaire pour pouvoir cofinancer des décarbonations, mais pas que d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le KPI carbone qui est embarqué, de façon beaucoup plus massive. Mais je laisse Armand en parler. Oui, merci Géraldine. Donc, vous le voyez bien, en fait, un autre point aussi, je pense, Géraldine, qui était important aussi sur ce que tu disais, c'est que tu n'as pas forcément mentionné, qui était sur les indicateurs que vous suivez aussi, c'est que l'idée, c'est d'aller au-delà du carbone et d'aller sur toutes les métriques environnementales, hein, donc la santé des sols, l'eau, la biodiversité. Mais en tout cas, on sent que maintenant, on est dans une phase de passage à l'action, que les différents acteurs de la chaîne de valeur se sont mis à échanger entre eux, qu'il y a de la collaboration et que maintenant, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de concret à l'échelle. Et c'est justement ce que le groupe Vivescia a lancé avec le programme Transition. Donc, je te laisse le présenter, Armand. Ouais, je vais reprendre juste ce que tu disais, Géraldine, c'est l'aspect passage à l'échelle. C'est effectivement, on a des pilotes, on a fait des expérimentations. Je pense qu'on commence à avoir maintenant des connaissances qui sont suffisantes pour accompagner les agriculteurs. Et maintenant, comment on passe à l'échelle ? C'est quoi la recette pour passer à l'échelle ? Et donc, c'est effectivement ce qu'on compte faire dans le programme Transition et ce qu'on a commencé à faire. Le programme Transition, ça se veut être un programme à l'échelle. Aujourd'hui, on a 200 agriculteurs qui sont engagés dans ce programme d'agriculture régénératrice ou régénérative. Enfin, on peut utiliser l'un ou l'autre. Et on vise 1000 agriculteurs d'ici la récolte 2026. Donc on voit bien que ce passage à l'échelle, il est là. Pour une coopérative de notre taille, c'est quand même un programme qui est relativement important aujourd'hui. Et on est effectivement sur un périmètre qui est l'exploitation, qui n'est plus la parcelle d'orge ou la parcelle de blé. On est un peu en rupture avec les filières qu'on avait jusque-là. L'objectif, c'est d'avoir l'ensemble des filières autour de la table pour financer la transition de l'agriculteur. Et donc, on s'adresse bien sûr à nos entreprises en interne qui nous achètent du grain, mais aussi à nos clients externes, de manière à mettre autour de la table l'ensemble des chaînes de valeur. Donc, l'objectif de transition, il est double. Il est déjà, bien sûr, de répondre aux besoins de nos clients. Donc, Géraldine l'a un petit peu évoqué. C'est des besoins, bien sûr, carbone, mais pas que. C'est des besoins eau, biodiversité, air. Et Monsieur le ministre l'a aussi très bien dit tout à l'heure, c'est l'enjeu des sols. L'enjeu des sols, il est pour nous capital et il est d'autant plus capital pour les agriculteurs avec qui on travaille au quotidien. Et on voit bien d'ailleurs sur le terrain que dès qu'on parle de sol, eh bien, les agriculteurs sont tout de suite beaucoup plus attentifs parce que c'est ce qu'ils connaissent, ils savent tout l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à protéger les sols. Et donc c'est d'ailleurs un des piliers du programme Transition dans le cadre agronomique qu'on a construit, il est sur les sols. Donc l'objectif, c'est de répondre aux besoins de nos clients industriels en parlant d'émissions de gaz à effet de serre, de stockage de carbone, donc en évaluant tout ça, en évaluant l'impact biodiversité, eau, air, et aussi de répondre aux attentes des agriculteurs. Donc il fait vraiment le lien en fait, entre l'amont et l'aval. Et les besoins des agriculteurs, aujourd'hui, ils sont nombreux. Ils sont sur le changement climatique, des craintes vis-à-vis des événements climatiques parfois extrêmes. On a encore une fois un printemps extrêmement pluvieux, je pense beaucoup de questions encore. Et donc l'objectif, c'est d'essayer d'anticiper tout ça, de voir quel peut être le système le plus adapté, les pratiques les plus intéressantes à mettre en œuvre, sachant que ces pratiques, elles sont parfois extrêmement différentes d'un agriculteur à un autre. Et donc une des philosophies du programme, c'est de faire de l'accompagnement collectif, mais aussi individuel, de manière à s'adapter finalement à chaque agriculteur. Et donc pour ça, on s'appuie sur aujourd'hui une trentaine, maintenant une quarantaine, on en a reformé récemment, de techniciens, donc de technico-commerciaux, qui sont formés à ces enjeux-là durant plusieurs jours et qui accompagnent aujourd'hui des agriculteurs aussi bien en formation individuelle et collective, de manière à avoir cet accompagnement finalement assez particulier que nécessite un programme à l'échelle et d'ampleur. Donc voilà, il y a des grands principes, il y a un socle agronomique qui est du coup à l'échelle. L'agriculteur, on ne mesure pas finalement ces indicateurs culture par culture, mais vraiment à l'échelle de l'exploitation. Donc ça, c'est important, c'est assez rupturiste. Il y a un soutien économique, bien sûr, ça, il ne faut pas se le cacher, qui est significatif,
qui va au-delà des coûts des pratiques, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, il faut les rémunérer. Je suis aussi un petit peu agriculteur à côté, donc je pense qu'il faut les rémunérer et non pas juste compenser le coût des pratiques. C'est assez important. Il y a aussi la data. La data, on l'a abordé tout à l'heure. Il faut aujourd'hui un système de traçabilité qui est très très robuste. Pourquoi ? Parce qu'il faut être en capacité de mesurer tous ces progrès et de pouvoir derrière les auditer pour pouvoir les communiquer et les diffuser en fait à nos clients. Et donc ça fait maintenant plusieurs années, même avant de lancer le programme Transition, on avait déjà lancé un chantier autour de la donnée pour être en capacité de mesurer, de reporter et de vérifier avec des tiers de confiance, de manière à donner des indicateurs qui soient fiables. Donc voilà un peu les grands principes du programme Transition qui s'appuient sur à la fois une demande de l'amont mais aussi de nos agriculteurs de l'aval. Merci Armand. Et d'ailleurs, je pensais, juste pour que ce soit peut-être plus clair aussi pour la salle, est-ce que tu pourrais donner des exemples des rotations de culture que vous avez et les différentes. Donc j'imagine, Heineken vous achète l'orge brassicole, mais quelles sont les autres commodités que vous produisez ? Oui, alors tout à fait. On a un bassin de production qui s'étend, on va dire, des Ardennes jusque la Meuse, on va dire à peu près. Donc l'est de Paris, des terres colorées, mais aussi des terres de craie qui sont assez spécifiques. Donc on a des agriculteurs qui cultivent de l'orge, bien sûr, du colza, mais aussi des cultures industrielles, pommes de terre, betteraves. On a des agriculteurs qui ont 10-12 cultures, avec parfois des cultures de graminées porte-graines, de légumineuses bien sûr, des pois, etc. etc. Donc on a beaucoup de cultures qu'on collecte sur le territoire, mais j'ai envie de dire que c'est encore une fois très diversifié, puisque tous n'ont pas les mêmes types de sols, et donc pas forcément les mêmes possibilités. Mais ce qui est sûr, c'est que l'orge brassicole est aujourd'hui un des piliers dans la rotation des agriculteurs, et donc forcément, dans nos réflexions d'accompagnement, on intègre des leviers techniques sur l'orge brassicole. Je pense que c'est une bonne transition aussi pour revenir un peu sur les différents piliers, les différents piliers qui sont nécessaires pour avoir une décarbonation de la chaîne de valeur complète. Là, on a rajouté un premier pilier qui était la conception du programme. C'est les pratiques agricoles qu'on a envie de mettre en place. Armand en parlait juste à l'instant. En fait, les pratiques sont non prescriptives, même sur l'agriculture régénérative. Le but, c'est de s'adapter à un contexte local et à des différentes cultures. Et de définir du coup des indicateurs qui ne sont pas uniquement sur le carbone, comme on le disait avant, mais sur toutes les métriques environnementales. On va commencer par le premier bloc, du coup, qui est la partie mesure. Donc, c'est comment mesurer les émissions au champ. La séquestration aussi, qui est un nouveau sujet qui a été permis maintenant par les trajectoires FLAG, justement. C'est le seul secteur aujourd'hui où on peut utiliser la séquestration dans sa trajectoire. Donc il y a une question ici qui est comment est-ce que je le massifie, comment est-ce que j'industrialise ce calcul et comment est-ce que je le fais aussi avec le bon niveau de confiance. Donc Armand, je me tourne encore vers toi. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu aussi comment vous faites ça pour le programme Transition ? Oui, alors effectivement, la digitalisation, elle est vraiment clé de succès. Aujourd'hui, on a un système assez simple en fait pour le programme Transition, assez simple avec, on va dire, de la complexité derrière, mais en premier abord, il est assez simple. On vient collecter la traçabilité des agriculteurs à travers un outil de traçabilité qui nous est propre. Et donc, on a en fait la maîtrise, on va dire, de la traçabilité des agriculteurs. On a la main dessus, on la voit, on sait ce qui manque pas. Donc, on travaille pour ça avec notre partenaire qui est WeUse. Donc, les agriculteurs alimentent leur outil de traçabilité. On peut être amené à leur dire, voilà, il manque telle information, telle information, telle information. Et derrière, on travaille avec des ponts, c'est-à-dire des API vers des calculateurs carbone notamment, qui nous apporte cette information et cet indicateur qui a une valeur qui est des émissions de gaz à effet de serre, du stockage de carbone à travers des outils différents, tant que ces outils en fait, ont une certaine crédibilité vis-à-vis de nos clients. Et aujourd'hui, la crédibilité, c'est bien sûr des compliance vis-à-vis de différents cadres de certification internationaux comme SBTI notamment et GG Protocol. Donc aujourd'hui, on est connecté en fait à ces outils qui nous rendent une information qu'on est derrière en capacité de renvoyer vers nos clients et aussi d'utiliser pour nos agriculteurs de manière à leur apporter en fait de l'information, où est-ce qu'ils en sont aussi dans leur territoire, parce qu'ils ont besoin de se comparer, de voir où est-ce qu'ils se situent finalement dans un territoire qui est assez homogène, parce que c'est l'objectif. Et donc on a un système de traçabilité comme ça qui renvoie à la fois de la donnée vers l'aval, mais qu'on réutilise aussi vers l'amont, de manière à faire progresser les agriculteurs. Donc voilà, quelque chose finalement d'assez robuste. C'est vraiment l'objectif, de manière à finalement avoir la confiance de nos clients et aussi de nos agriculteurs. Et d'ailleurs, en regardant le slide, je vois aussi la petite flèche qui dit rapport client. Effectivement, la donnée environnementale demain,
c'est ce qui aura le plus de valeur, parce qu'en fait, elle va encapsuler tout le travail qui a été fait sur l'amont agricole, et c'est ça qu'il va falloir transférer le long de la chaîne. C'est ça que Géraldine va vouloir récupérer aussi. À la fin, c'est un facteur d'émission pour l'orge durable qui ensuite est transformé en malt puis en bière. Et donc je pense que c'est une bonne transition sur le deuxième bloc, qui est donc ce fameux bloc de transfert. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui est peu connu, qu'on utilise notamment dans les mécanismes de traçabilité, par exemple sur la déforestation pour l'huile de palme ou d'autres sujets sociaux, par exemple. Aujourd'hui, on va devoir appliquer ce qu'on appelle des modèles de traçabilité. En anglais, c'est Chain of Custody, sur ces attributs environnementaux. Donc ça pourrait être des réductions ou des séquestrations carbone ou d'autres métriques environnementales. Donc là, je me tourne vers toi, Géraldine, d'abord, avant de décrire aussi, après j'irai dans le détail. Qu'est-ce que toi, tu attends en tant que Heineken, en fin de chaîne de valeur aussi, comme garantie et comme type d'information? En fait, c'est un sujet assez crucial qu'on est en train d'aborder, parce que c'est vrai que c'est aussi nous, d'un point de vue, quand on a démarré ce projet en interne, enfin plutôt quand on a démarré la vente de ce projet en interne, si je peux dire, pour aussi obtenir les financements, on est parti de là. C'est-à-dire que c'est pas toujours facile de comprendre pour l'ensemble des départements et des fonctions autour de nous en entreprise la valeur ajoutée, les bénéfices de ce type de projet. Même si quand on est vraiment dedans, on comprend. Et du coup, d'un point de vue financier, le marché du carbone, ça nous a vraiment aidé. Et surtout notre objectif FLAG, le fameux objectif de réduction de carbone en agriculture, ça nous a vraiment aidé à obtenir des financements en interne. Parce que justement, il existe tout un mécanisme, notamment avec l'aide de Quantis dans la boucle, où on peut faire en sorte de reporter dans notre chaîne de valeur la réduction de CO2 attachée à ce programme, ainsi que la séquestration de carbone. Et donc nous, ce qui est important, c'est de s'assurer par exemple, qu'il n'y a pas de double comptage, qu'on va être en ligne avec les standards, que en fait, la donnée, le facteur d'émission qu'on va réintégrer dans notre comptabilité carbone et qui va à terme montrer la trajectoire de réduction, va être audité et complètement, je dirais, sans faille par rapport à notre système. Donc c'est un élément en fait tout à fait clé par rapport à ce qu'on attend de ce programme. Et du coup, je me tourne vers toi, Armand, là-dessus aussi. Du coup, vous avez mis en place un système en anglais de mass balance, je ne sais pas si on peut le traduire en français, vraiment. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu entre les activités agricoles et la malterie, comment ça peut fonctionner? Oui, alors il existe quand même une diversité effectivement de mass balance aujourd'hui. Ce que nous, on assure, c'est que nos agriculteurs alimentent des silos qui, eux, alimentent des malteries et qu'on a des flux physiques en fait, entre ces différentes entités, puisque nos malteries alimentent derrière les usines de Heineken. Donc on a des flux physiques. Pour autant, aujourd'hui, on n'allote pas le grain en transition pour deux bonnes raisons. La première, c'est que les pratiques qui sont mises en place par les agriculteurs, elles n'impactent pas directement les critères physico-chimiques du grain. C'est pas parce que l'agriculteur va faire telle ou telle pratique et réduire ses émissions de gaz à effet de serre que le grain va être impacté en fait, d'un point de vue technologique. Il va avoir les mêmes propriétés derrière au maltage et en transformation, sauf si on impacte bien sûr la protéine notamment, mais on va dire que d'un point de vue général, on n'a pas d'impact sur les propriétés, donc il n'y a pas tellement de raison d'alloter ce grain-là. La seconde raison, c'est qu'on perdrait forcément une partie du gain carbone qu'on a fait et qui est quand même assez compliqué à faire dans du transport sur la route, et c'est bien sûr pas l'objectif. Donc pour le moment, on travaille en mass balance. C'est aussi plus simple quand on a des volumes qui sont limités. On connaît les difficultés des coopératives aujourd'hui et les frais de stockage, etc. Donc aujourd'hui, c'est plus simple de travailler comme ça. L'objectif, c'est bien sûr d'être OK vis-à-vis de cette traçabilité de A à Z, et donc qu'on soit encore en conformité notamment avec les standards par rapport à ça. Donc voilà, on a un système de mass balance qui est aujourd'hui entre guillemets sûr par rapport aux éléments qu'on est capable de mesurer, parce qu'on sait qu'on a des flux physiques derrière auxquels ils sont adossés, et puis on sait combien de pourcentage de malt à la fin qui sort des malteries correspond au programme transition. Voilà. Très clair, merci Armand. Et effectivement, donc pour résumer, en fait, à la fin, ce système permet en fait d'associer une production physique à un attribut environnemental et de le suivre. Les flux sont mélangés entre eux. Le grain qui est issu du programme transition sera mélangé à un grain conventionnel, mais à la fin, on est capable de faire passer cet attribut et de l'associer à un flux physique tout le long de la chaîne jusqu'aux activités de Heineken.
Pardon, il nous reste 5 minutes, c'est ça? Ok. On va aller un petit peu plus vite. De toute façon, on arrive vers la fin. Le dernier pilier qui est intéressant, du coup, c'est la valorisation. On en a un petit peu parlé. C'est comment financer ce programme, comment partager les coûts. Donc là, je me tourne d'abord vers toi, peut-être Armand, pour que tu décrives un petit peu le système, le modèle économique que vous avez mis en place. Ouais, effectivement, c'est un point clé quand même. On a aujourd'hui dans le programme Transition, bien sûr, des coûts et des entrées. Donc vous avez les entrées en haut et puis les sorties en bas. Aujourd'hui, 90% du financement du programme Transition, il provient des clients du programme. Donc des clients qui achètent du grain, que ce soit de l'orge, du blé, du colza, du tournesol, du pois. Ça provient des clients. Donc l'immense majorité vient des clients. Après, on a aussi des entrées via des subventions publiques. Le programme Transition, il est France 2030 depuis quelques mois, donc ça c'est aussi une grande fierté. Donc on s'appuie aussi sur des subventions publiques, notamment pour des aspects de formation, que ce soit des équipes internes, mais aussi des agriculteurs. C'est là qu'on va mobiliser le soutien public. Et puis, on demande aussi une contribution, mais une petite contribution des agriculteurs. Pourquoi ? Pour qu'ils se sentent engagés, en fait, tout simplement. Donc, notamment aussi sur la formation. Donc ça constitue les entrées. Et puis en sortie, les 2/3 de ce qu'on collecte en entrée sont redistribués aux agriculteurs sous forme de primes filières. Donc c'est des eurotonnes. On parle de 100 à 150 euros de l'hectare, mais derrière, imaginez bien que c'est redispatché à la tonne de grain pour l'agriculteur. On a aussi forcément des coûts annexes, c'est pour ça que c'est que 2/3, ce qui est déjà quand même pas mal. Mais vous l'imaginez bien, on a des coûts de données qui sont là, de certification, d'accompagnement. Aujourd'hui, les agriculteurs, on en a parlé, mais ils ont un accompagnement collectif, individuel. Donc tout ça représente quand même des coûts qui sont significatifs. Et forcément de gestion de projet. Aujourd'hui, on est plusieurs à travailler quasiment à 100% sur le programme. Donc tout ça représente des coûts. Donc voilà, à peu près, ce qu'il faut retenir, c'est 90% des coûts du programme viennent des clients de la coopérative et du programme, et on en redistribue à peu près les 2/3 sous forme de primes filières aux agriculteurs. Et côté Heineken, du coup, est-ce que, Géraldine, tu peux nous dire un peu plus sur toi aussi les conditions peut-être contractuelles, comment est-ce que ça se retranscrit pour toi de ton côté, sachant que du coup, avec un programme comme ça, tu as accès à de la mesure à l'échelle, avec la bonne traçabilité. C'est assez nouveau, en fait. On a mis du temps à conclure le contrat. Non, mais parce qu'en fait, typiquement, ce sont des contrats dont on n'a pas l'habitude. Donc, on a dû caler un certain nombre d'éléments. Tu as cité pas mal de choses. Il y avait la dimension aussi, je dirais, de l'ensemble des KPI et des objectifs par thématique environnementale. Donc, carbone, à la limite, c'était pas le plus compliqué, mais pour le reste, on a étalé la discussion sur plusieurs mois pour arriver à quelque chose de satisfaisant et qui soit aussi en ligne avec des standards qui soient un petit peu reconnus. Après, la dimension prime filière aussi, forcément beaucoup d'échanges. Pour nous, la clé, c'était vraiment de comprendre exactement à quoi ça correspondait cette prime, quels étaient vraiment le pourcentage que représentait chaque poste dans ce montant, aussi l'évolution de la prime dans le temps, du moins dans le temps à relativement court terme, parce que personne ne sait vraiment comment ça va évoluer à 5 ou 10 ans. Quels sont les postes qui sont fixes, quels sont les postes qui sont variables, quelles seraient leurs évolutions. Donc énormément de discussions sur ces sujets. On s'est mis d'accord, on est partenaire maintenant depuis quelques mois, donc on s'est mis d'accord sur une première période de 3 ans qui a de très fortes chances évidemment d'être renouvelée pour une seconde période de 3 ans pour arriver à 2030. Super, merci beaucoup. On arrive au bout de la présentation. J'avais juste un dernier slide si ça fonctionne. Ok, voilà. Ok, je reviens en arrière, excusez-moi. Donc pour conclure, en fait, je pense que le message clé ici, c'était déjà de vous dire que la collaboration est possible. Elle est possible à travers une chaîne de valeur complète et à l'échelle. Et là, je prêche un peu pour ma paroisse aussi, c'est en alignement avec les standards. Donc vous savez, il y a le protocole GHG qui définit les règles pour pouvoir mesurer les impacts environnementaux et les transférer. Et on a aussi les trajectoires, donc SBT, qui définissent des trajectoires pour les entreprises sur l'amont agricole. Dernier point aussi, on va publier un rapport à la fin du mois. On a interviewé plein de nos clients, mais plus largement des entreprises de l'agroalimentaire tout le long de la chaîne de valeur. On a plus de 600 personnes qui ont répondu. En fait, l'idée, c'est de comprendre comment transformer une entreprise à travers ces différents départements.
Et donc, vous aurez pas mal d'insights sur les personnes qui travaillent aux achats, l'innovation. Voilà, donc vous pouvez scanner le QR code. En tout cas, ça sera disponible à la fin du mois. Merci, merci à tous. Et je pense qu'on peut garder un peu de temps pour les questions. À voir. Merci beaucoup. Oui, on a alors un peu moins de temps que prévu pour les questions malheureusement, mais on a bien 5, 6, 7 minutes, on va dire. Est-ce que je peux juste prendre un micro comme ça on en fait passer. Oui, alors j'ai une question surtout pour Géraldine, justement. Moi, je m'interrogeais, donc j'ai bien compris la mécanique de financement, mais en fait, je m'interrogeais sur la mécanique de financement interne de votre côté. Parce que là, effectivement, on est peut-être sur une dimension un peu pilote qui doit déjà représenter un certain coût. Et du coup, dans cette ambition de passage à l'échelle, comment est-ce que vous avez abordé ça en interne? Comment est-ce que vous voyez ça en termes de découpage et de mécanique, de répartition des coûts, etc. Dans le micro. J'ai pas encore la réponse totale à la question, parce qu'on est quand même un peu au milieu de toutes ces réflexions. On a des premiers éléments de réponse. Déjà, on commence à voir plus clair sur le coût de la décarbonation de façon générale, scope 1, 2 et 3, au moins les grosses masses. Et on voit bien que l'agriculture va de toute façon représenter une grosse masse, qu'on arrive à peu près dont on arrive à peu près à voir les contours. Et après, on a identifié les principaux leviers qui étaient devant nous pour décarboner. Et clairement, la partie, ce qu'on appelle du coup agriculture régénératrice, donc vraiment ce passage à l'échelle en coalition, nous a semblé être un des leviers clés. Et là où ça n'a pas été forcément très simple pour nous, et c'est un sujet un peu sensible forcément, c'est de comprendre quelle est la prime, quel est ce montant de prime qu'il faut qu'on paye. Alors là, on parle de la France, et il sera forcément un petit peu différent d'un pays à l'autre. Il y aura toujours des nuances et des différences d'un projet à l'autre. Ce ne sera pas toujours du copier-coller entre un projet régénératif quelque part et ailleurs. Mais on commence à voir émerger une fourchette, on va dire, de primes à l'hectare, avec laquelle on est de plus en plus à l'aise parce qu'on a fait pas mal de benchmarks. Et du coup, donc ça c'est la première étape. La deuxième, c'était d'aller parler à notre directeur financier et de lui expliquer pourquoi on avait besoin de budget additionnel qu'on n'avait pas forcément prévu. Clairement, le carbone nous a beaucoup aidés. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup parlé parce que ce n'est pas le thème de la journée, mais on embarque aussi les KPI et demain les objectifs en termes de biodiversité et d'eau notamment. Mais ce n'est pas forcément ces thématiques-là qui nous ont aidés, c'est vraiment la dimension carbone, parce que du coup, on arrive à expliquer quel est le coût de la décarbonation et de faire une démonstration, en fait, j'allais dire relativement simple, du moins que notre directeur financier comprend. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est... pour le moment, il y a une acceptation de déployer sur un certain nombre de projets à l'échelle. Si on devait accélérer, on n'a pas encore la réponse sur à quel niveau de couverture de ce type de projet on pourrait aller. En fait, c'est encore un peu le point d'interrogation. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Oui, bonjour, Maxime, cofondateur d'Eloi. Je voulais savoir concrètement, je ne pense pas l'avoir raté, mais quelles sont les mesures, les pratiques que les agriculteurs en bout de chaîne vont mettre en place pour rentrer dans le programme, parce que vous parlez de carbone, de biodiversité et d'eau. Et donc, très concrètement, quelles sont les pratiques qui sont permises et financées par ce programme? Est-ce qu'on parle de plantation de haies, de réduction des labours, ou peut-être de réduction des phytos? Je ne sais pas si... c'est des choses que vous intégrez dans le programme, qui n'ont pas forcément des impacts de carbone, mais plus biodiv ou autre. Voilà. Quelle est l'approche? Alors, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Je pense qu'il y a une diversité de pratiques, en fait, qui correspond à la diversité qu'on a aujourd'hui d'agriculture et d'agriculteurs sur notre territoire. Donc, pour faire court, on a aujourd'hui une liste de pratiques
On sait déjà ce que ça coûte, ce que ça va impliquer derrière, probablement en termes de résultats, carbone, eau, biodiversité, etc. etc. Et ces pratiques-là, on les pousse à l'agriculteur à travers notamment le technicien. Et finalement, c'est un dialogue entre le technicien et l'agriculteur pour choisir les bonnes pratiques qui lui permettront d'atteindre les bons résultats. Donc la logique, c'est pas du tout une liste de pratiques et on va voir l'agriculteur, on lui dit tiens, tu mets ça en place et puis ce sera super. On lui dit voilà le résultat qu'on veut atteindre. Maintenant, tu te débrouilles entre guillemets avec ton technicien qui va lui apporter l'expertise pour dire te connaissant dans tel type de terre, par rapport à ton historique, par rapport aux informations que tu m'apportes, on va éliminer ça, on va éliminer ça, on va éliminer ça. On va plutôt partir là-dessus parce que tu as l'équipement, parce que tu maîtrises ces pratiques, parce qu'il y a moins de risques d'échec. Donc voilà plutôt la philosophie qu'on a décidé d'utiliser dans le programme Transition. On part d'une logique non pas de moyens mais de résultats. Et après, les chemins pour y arriver sont très divers en fait. Alors on a une dernière question. Et après, vous aurez quand même bien sûr l'occasion d'échanger et de poser d'autres questions au moment du networking en fin d'après-midi. Déjà bravo pour tout ce que vous faites. Une question sur l'impact, justement si vous avez des données chiffrées. Donc là, il y a un objectif assez ambitieux de moins 30% à horizon 2030. Quel est l'impact que vous avez pu voir sur les fermes pilotes ? Quel est l'impact que vous avez pu voir sur les fermes pilotes, en carbone par exemple ? Et d'ailleurs, que représentent ces fermes pilotes-là dans, je dirais, votre baseline, c'est-à-dire, idéalement, est-ce que ces fermes, c'est 5%, c'est 20% ? Merci. Et c'est une bonne question. Je vais parler de la partie réduction parce que l'outil qu'on utilise est, je dirais, conforme par rapport surtout à la partie réduction de carbone. Donc dans les premières années, on a une moyenne assez élevée à moins 25%, qui a décru au fil des années. Et l'année dernière, on était à moins 8%. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de... Pardon ? Exactement. Donc ce qui était intéressant de voir, c'est que comme on a lancé ces pilotes dans plusieurs pays, de voir des logiques en fait, émerger en termes de typologie de pratiques qui font sens par rapport au schéma de chaque pays, en fait, aussi au degré de maturité de chaque groupe d'agriculteurs dans les pays. Donc ça, c'est la première chose. Pardon, il y avait une deuxième partie. Ah oui, la part des pilotes. Donc si je prends le cas de la France, on est à 54 pilotes, et là je regarde Armand, parce qu'il y a une grosse partie qui est chez Malte Europe, qui correspondent plus ou moins à 500 hectares. Donc on est quand même sur quelque chose de assez... qui est pas très élevé en termes de représentativité. Hein. On est vraiment sur du projet pilote. En moyenne, chez Malte Europe, tu te souviens le nombre d'hectares, c'était dans les 10-20 ? Dans 15 hectares en moyenne par pilote. Donc c'était, comme son nom l'indique, ce sont des projets pilotes. Et à nouveau, comme je le disais, notre objectif n'était pas forcément d'avoir une couverture importante de notre sourcing, mais vraiment de lancer la machine en termes d'envie, en termes de motivation, en termes de compréhension du sujet, et je dirais même en termes de démarrage de discussion pour faire en sorte que nos principaux fournisseurs aient envie aussi de mettre en place des objectifs de réduction carbone SBTI. Donc ça faisait partie de l'équation. Juste pour compléter, et c'est aussi ces pilotes-là qui nous ont nourris, nous, pour avoir ces réflexions qui débouchent à des programmes, notamment comme Transition. Donc je partage l'objectif de ces pilotes, ça a été aussi pour nous de faire de la pédagogie, de l'apprentissage, de voir quels étaient les besoins, comment on pouvait y arriver, pour derrière déboucher sur des projets à l'échelle en fait. Donc là, on partage un peu la philosophie. Mais un projet à l'échelle prend du temps à mettre en place. Hein. Je tiens à le souligner par rapport aux pilotes. Là, on a mis 2 ans à peu près, 1 an et demi, je pense, à vraiment finaliser le partenariat. Donc ça prend un peu de temps. Merci beaucoup. On peut vous applaudir, je crois. Merci. Alors, du coup, je vous invite à changer de salle si vous avez choisi un atelier, l'atelier suivant dans les autres salles. Pour écouter des témoignages sur la filière cuir, du coup, ça reste ici. Pour écouter le témoignage d'une agricultrice en transition, c'est dans la salle jaune. Et une démarche de biodiversité dans la coopérative Sodial dans la salle verte.